Bonjour Jeanne. Alors on va échanger 2 minutes et puis après on a une vidéo de Anne Scott qui va elle-même nous parler de son livre, mais peut-être poser le décor de cette histoire. Nous allons à la rencontre d'Alex, qui est compositrice de musique de film et qui, au moment où débute le livre, a décidé de quitter Paris et de s'installer dans le Finistère, dans un endroit perdu au milieu de nulle part. Elle le fait avec beaucoup de conviction. Elle veut vivre autrement, elle veut s'éloigner de sa vie d'avant. Elle laisse derrière elle des amis très chers, Jacques et Margot. Une histoire aussi qui a mal tourné avec un ami qui est parti à Berlin. Et elle s'installe dans cette maison en se disant qu'à un moment donné, Jacques et Margot viendront somme toute la voir. Elle va pas perdre le fil de cette amitié. Et puis il y a un autre personnage qui est Léo, qu'elle va croiser sur la plage, dont on reparlera après. Mais déjà, Jeanne, quelques mots sur ce que vous avez ressenti à la découverte de ce roman. Qu'est-ce que représente pour vous ce livre? Pourquoi l'avez-vous aimé? Et peut-être dire quelques mots sur les personnages que je viens de citer. Oui, pour resituer aussi un petit peu Anne Scott, Les Insolents, c'est son 10e roman. Elle a été très proche de Virginie Despentes, on les a beaucoup comparés à une époque. Et on a beaucoup dit, son livre le plus connu c'est Superstar, on a beaucoup dit que ce livre c'était le roman d'une génération. Et là avec Les Insolents, elle revient quelque part avec aussi des personnages d'une certaine génération. On pourrait aussi dire que c'est le roman de cette même génération, mais 30 ans plus tard. Donc c'est, vous l'avez dit, trois amis inséparables qui vivent très proches les uns des autres et qui ne se quittent pas depuis 20-30 ans. Jusqu'au jour où donc Alex décide de quitter Paris, et on va donc suivre le parcours d'Alex et son installation en Bretagne. C'est parfois un peu rocambolesque, c'est vraiment une Parisienne qui arrive en province. Donc il y a un crapaud qui rentre dans sa maison, elle est paniquée, elle doit faire 7 km aller-retour pour aller faire ses courses, parce qu'elle n'a pas pensé que sans voiture c'était compliqué. Et en même temps, on suit donc Jacques et Margot qui restent à Paris et qui doivent retrouver un équilibre à deux, alors qu'ils avaient l'habitude de fonctionner à trois. Et donc c'est un roman qui marche beaucoup par flashback et qui plonge vraiment dans l'intimité de ces personnages. C'est vraiment ça qui m'a marqué dans ce livre. On va découvrir leur trauma. Ils ont vécu tous les trois, et je pense que c'est ça qui les a rapprochés, au fond, des choses assez difficiles. Et c'est vraiment ça qui m'a marqué. Elle arrive, Anne Scott, à créer des scènes d'une intensité incroyable. Même Léo, donc ces trois personnages, Alex, Jacques et Margot, ils ont la cinquantaine à peu près. Léo est un peu plus jeune et il a subi une agression hyper violente à Paris, dont il n'arrive pas à se remettre, dont il n'arrive pas à parler. Et quand il croise Alex sur la plage, il a une sorte de coup de foudre pour elle, il la trouve sublime. Et il se dit, voilà, cette personne, j'envisage de parler avec elle, j'envisage de lui raconter ce qui m'est arrivé, et elle comprendra, j'en suis sûre. Donc ils ont tous, Alex, au fond, je pense que Anne Scott le racontera mieux que moi dans la vidéo, mais sa décision de partir, c'est aussi une manière de se sauver. Je pense qu'elle ne se reconnaît pas dans cette époque. C'est des personnages globalement, les trois en tout cas, ne se reconnaissent plus dans cette époque, dans ce monde. Et Alex, elle décide justement d'aller vers la lumière, je pense, et de quitter ce monde-là. Elle recherche aussi la solitude, mais tout ça, c'est des choses dont Anne Scott va parler. Et Margot, il faut en dire quelques mots aussi, c'est un personnage très fantasque, qui est à la fois très lumineux, mais qui a une part d'ombre extrêmement intense, qui justement se cache derrière le paravent de cette fantaisie, et elle est très attendue par Alex, sauf qu'elle est à la fois l'amie fidèle et en même temps elle n'est pas fiable. Elle n'est pas fiable et en même temps on comprend, vu ce qu'elle a vécu, pourquoi elle ne l'est pas. Et je pense que l'amitié entre ces trois personnages est primordiale. Ça les maintient en vie, ça les aide à avoir du beau dans la vie. Et au fond, Alex, elle espère que Margot va venir. Parfois, elle lui en veut de ne pas venir. Mais au fond, elles se connaissent trop, et elle sait par quoi elle est passée. Et je pense que... au fond, ils ont leur solitude chacun, mais ils
ils s'acceptent en même temps comment ils sont. Effectivement, Margot elle a vécu des choses assez dramatiques qu'on ne va pas raconter, c'est des choses à découvrir quand même, mais c'est un secret qui la hante. Et ça la rend comme ça très ambiguë, à la fois très présente, très joyeuse, et en même temps des vrais moments de noirceur où elle s'enferme un petit peu chez elle, et où dans ces cas-là, elle est inaccessible vraiment. Mais ce qui est intéressant, c'est que le lien entre ces trois personnages est tellement fort que la distance nous permet en fait de voir l'intensité de leur relation, puisqu'il y a quand même un fil invisible qui les relie, quoi qu'il arrive. Et même si Alex se plaint de ne pas les voir, qu'il tarde à venir la voir, finalement, la relation est toujours extrêmement présente. Oui, elle est présente dans l'absence, en fait, presque. Effectivement, ils sont, même si elle n'est pas là, Alex pense à elle, à Jacques et à Margot, d'ailleurs, les deux, mais elle est plus en contact avec Jacques au quotidien. Mais oui, dans l'absence, ils sont un peu tout le temps, tous les trois, malgré tout. Je propose qu'on regarde la vidéo d'Anne Scott, qui nous en parlera encore mieux que nous. Alors, elle loue une maison sur Internet sans l'avoir visitée, juste sur photo, et elle part pas commencer une nouvelle vie. C'est pas, elle part pas pour cesser d'être une Parisienne et devenir une provinciale. C'est une sorte d'exil. Donc, elle part avec 2 sacs, quelques cartons qui vont arriver plus tard, et puis c'est tout. Et en fait, elle s'en fout. Elle veut juste être ailleurs. Elle n'a pas besoin de savoir. Elle a vu des photos et ça lui suffit. Elle a vu les 3 criques au bout de la rue, elle a vu la plage, et elle s'est dit, ok, voilà. Et il faut pas grand-chose de plus. On ne demande rien à la nature d'autre qu'être la nature. Une ville, on va lui demander un tas de choses. La nature, on lui demande juste d'être belle. Et elle est belle partout. Elle arrive dans une maison où les choses sont pas tellement plus simples qu'à Paris, où il y a pas mal de choses qui sont dysfonctionnelles, mais la différence entre être dans une grande ville et à la campagne, c'est que quand il y a un truc qui va pas à la campagne, on sort et on oublie ce qui allait pas, qu'on a laissé derrière à la maison. À Paris, on emmène ça sur les trottoirs parce qu'on croise plein de gens qui sont contrariés, qui vont être agressifs ou pas, qui vont être trop présents ou trop absents, et on est confronté à plein de choses qui font réagir. À la campagne, c'est juste la beauté. Il n'y a personne. Enfin, ça dépend des campagnes, mais au bord de la mer, il n'y a personne. Donc on marche sur la plage, on est tout seul, et tout ce qui contrariait quand on était à la maison au téléphone 1 heure avant, ça disparaît. On dirait que je veux dire que la vie à la campagne n'est pas du tout la même. C'est pas qu'elle n'est pas la même, c'est qu'elle n'est pas la même pour ce personnage, parce que ce personnage, déjà à Paris, ne vivait pas comme tout le monde. Donc, on s'emmène soi-même là où on va. Donc, elle est ce qu'elle est, elle continue de l'être là où elle est, mais elle l'était déjà avant. Donc, c'est pas la campagne qui la transforme, c'est juste qu'on apprend. Là-bas, tout est beaucoup plus lent. Alors, elle arrive dans une nouvelle réalité qui est que tout est hyper espacé, qu'elle n'a pas de voiture, qu'elle connaît absolument personne, qu'elle n'a pas le même rythme que les gens autour, donc elle ne sait pas s'ils existent. En fait, elle ne voit pas les voisins. Non pas qu'elle vive la nuit et qu'elle dorme le jour, mais elle n'est pas sur le trottoir. Et puis elle ne sait même pas, il n'y a pas de lumière aux fenêtres, il n'y a rien. Donc elle est dans un endroit complètement isolé. Et comme son rêve, c'était de partir et de ne plus avoir de voisins, tout le reste est pas source de contrariété, parce que c'est juste drôle. Parce que le noyau, au départ, est ce qu'elle voulait. Elle vit son rêve. Donc c'est pas très grave si le rêve est compliqué. Donc parfois, il faut qu'elle aille à la ville. Et la ville, c'est 7 kilomètres à pied aller-retour. Parfois, il faut le faire sous la pluie. Bon, ouais. C'est pas un problème parce qu'elle est là où elle veut être. Et il y a, je sais pas si ça arrive à d'autres gens, mais moi, j'étais arrivée à un stade où je me suis dit, est-ce que je suis là où j'ai envie d'être au moment où j'ai envie d'y être? Et non. Je sais pas si c'est un livre sur l'intériorité, mais c'est un livre sur le besoin de solitude. C'est pas tellement d'aller à l'essentiel, tout ça. Mais ça, c'est très prétentieux de dire, je suis partie pour me concentrer sur l'essentiel. Quel essentiel? C'est quoi l'essentiel? On peut être tout autant matérialiste ou idiot ou accro à l'internet ou quoi, même quand on vit au milieu de nulle part. C'est pas ça. C'est avoir la paix, en fait. Quand il commence à y avoir trop de choses qui grignotent notre temps, notre cerveau, qui dépriment, qui tirent vers le bas, là, il n'y a rien. Le pire qui puisse arriver, c'est une tempête de vent et il y a un meuble qui est importé dans son jardin, ou des bûches pour la cheminée qui sont trop grosses, qu'elle n'arrive pas à brûler parce que c'est trop gros et le feu s'éteint tout le temps. C'est rien. C'est franchement rien. Et parfois, et
La raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, une des raisons, c'est que le précédent était axé sur un garçon qui vit aussi dans la solitude, et son travail, c'est de travailler sur les djihadistes. Donc, c'est archi anxiogène, les vidéos de décapitation de l'État islamique, ça va bien, quoi. Et après, c'est pas tellement surprenant, je crois, de faire un livre sur quelqu'un qui quitte tout pour aller vivre au bord d'une plage dans la beauté. Et je pense qu'on est à un point maintenant où on peut pas. J'ai vu une interview de Bret Easton Ellis il y a quelques semaines, on lui demandait ce qu'il pensait de l'avenir. Il disait, je ne pense plus jamais à l'avenir. Maintenant, tout ce que je fais, c'est lire des livres, écrire des mails et garder en fond telle chaîne de télé. En l'occurrence, chez lui, c'est la chaîne de recettes de je sais plus quel groupe. Bon. Ben, c'est un peu ça, quoi. On se concentre sur l'essentiel, ce qui nous plaît le plus. Et ce qui lui plaît le plus à elle, c'est d'aller voir la mer, de regarder les différentes couleurs. La mer est jamais de la même couleur 2 jours de suite, quel que soit le temps. C'est jamais le même bleu, jamais le même gris, jamais le même vert. Et on arrive à un point dans la société où tout va tellement vite, tout est tellement oublié dans la minute, tout le monde va tellement mal, tout le monde n'a tellement pas assez, tellement besoin de tout sans avoir la moitié de ce dont il a besoin, que la seule chose qu'il y a, c'est la beauté, je trouve. Et la beauté, moi, je la vois plus dans la ville. Je la voyais dans les rapports humains dans la ville, pas spécialement. Quand je dis dans la ville, je parle pas d'architecture. Je parle de à quel point c'était vivant. Par exemple, il y avait la nuit, il y avait plein de choses. Maintenant, pour moi, je trouve que c'est mort, c'est chiant. Toutes les grandes villes ont dans le centre un Gucci, un ci, un ça, un McDo. C'est pas ça pour moi la beauté de la ville. Et maintenant, je la vois ailleurs, dans la brutalité des rochers, dans les vagues, dans des trucs comme ça. Et je trouve qu'il ne reste que ça. La beauté du monde, il n'y a plus que ça. Et si elle est plus là dans la ville, il faut aller la chercher ailleurs. Et je sais pas exactement à quoi ressemble l'écriture de ce livre. J'ai l'impression qu'il dit beaucoup plus de choses en moins de. Il est plus, c'est plus ramassé, plus dense, que ça glisse plus vite. Donc le contraire d'habitude, ce que j'aime faire, c'est des phrases très longues, très délayées, avec des tiroirs de partout et quelques digressions. Mais là, c'est pas la peine. Le sujet s'y prêtait pas du tout. Le sujet, c'est, voilà, il se passe ça et voilà, et c'est tout. Il n'y a pas, il y a pas besoin de pour décrire la couleur de l'eau à un moment où elle passe à proximité de la plage, il n'y a pas besoin de faire une demi-page. On voit tout de suite, avec une seule couleur, un seul adjectif. Et ce livre-là n'avait pas besoin que ça s'étende. Donc voilà, il aurait pu faire 300 pages de plus, il s'étend sur 4 saisons, il aurait pu avoir 100 pages par saison, avec plein d'intrigues, plein de machins, plein de trucs, mais c'était un autre livre. Peut-être celui d'après, mais c'était pas celui-ci. Ce que je voulais surtout pas faire, c'est écrire un livre sur des bobos qui partent à la campagne pour faire leur pain, élever des chèvres et vivre différemment et envoyer des photos tout le temps aux cons restés à Paris qui n'ont pas eu le courage comme eux de sauter le pas. Je voulais surtout pas un truc comme ça qui dit nous on a tout compris et vous on vous plaint. Je voulais ni ça, ni faire une sorte de pamphlet en réaction à ce qui se passe, la politique intérieure, la géopolitique, et dire vous faites chier, maintenant moi je vais me barrer, je vais aller vivre près d'une plage, j'en ai marre de vos conneries. Je voulais rien de tout ça, parce que je trouve que ces choses culpabilisent le lecteur et le font prendre position. Est-ce qu'il est pour, est-ce qu'il est contre, et je ne sais pas si... Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, quand j'ai dit le livre, j'ai moins de 200 pages, m'a dit c'est très bien, plus personne ne lit des gros bouquins. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais il y a une chose dont je suis sûre, c'est que si, dans l'époque, je dis pas qu'il y a un tournant dans la littérature, mais à l'époque à laquelle on vit, je trouve que si on peut faire un peu de bien aux gens qui ont la gentillesse de lire ce qu'on fait, ne pas leur dire qu'ils sont complètement cons, qu'ils n'ont rien compris et qu'ils devraient venir, sinon ils passent à côté de leur vie. Je voulais surtout pas faire un livre qui dit ça. Donc, je l'ai vraiment recentré sur un personnage qui pense essentiellement à elle. Après, il y a 3 autres personnages autour d'elle, dont certains qui ont des points de vue sur ce qui se passe, la société, l'internet, les réseaux sociaux, blablabla. Mais elle, qui est le noyau du truc, je voulais pas qu'elle porte de jugement sur ce que les autres n'ont pas encore décidé de faire, et même s'ils le font pas, c'est leur choix. Et donc je voulais pas faire un livre qui agace, quoi, qui énerve les gens, parce que il y a plus que ça maintenant. Il y a plus que ça.
ou alors il y a de la surenchère, ou alors il y a de la science-fiction, on n'y croit pas. Enfin, je voulais juste un livre qui ne va pas abîmer la personne qui le lit. Il y en a marre d'être bousculé, provoqué, ou agacé, ou pris à partie, ras-le-bol. Donc je voulais surtout qu'elle ne soit pas antipathique. Parce que à chaque fois qu'on voit des gens faire des choses maintenant, ils défendent leur truc d'une manière où on dirait qu'ils prennent position, qu'ils demandent qu'on prenne position avec eux. Alors pas forcément les romanciers, mais je voulais juste cool, quoi, un truc cool. Parce que je trouve que rien n'est cool en ce moment. Donc voilà des plages, voilà comment elle vit, et vous pouvez aller faire un tour avec elle, voilà son histoire, elle va vous la raconter, et à aucun moment elle va vous dire que vous êtes complètement con de ne pas sauter le pas comme elle. Tout va bien. L'éloge de la beauté, de la douceur. Merci beaucoup, Jeanne, d'avoir accompagné cette présentation pour Anne Scott.